Une fois le col de l'Izoard franchi, il ne nous restait plus qu'à en redescendre, toujours dans cet espace très lunaire. On fera donc la descente toujours sur la D902 jusqu'à atteindre l'Ange Gardien. Ouais, l'Ange Gardien. Et pour nous accompagner dans cette descente, une sublime 2 chevaux de Charleston, reconnaissable à ses couleurs. Son rythme de sénateur, imposé par une conception d'une autre époque, nous incite à lever le pied et à prendre le temps d'admirer le paysage. Je tire quand même mon chapeau à cette icône qui aura tout de même dû monter le col pour en arriver là. Notre rythme étant plus rapide, nous laisserons derrière nous cette vaillante grand-mère. L'altitude diminuant, le paysage change et le style de route aussi. Il y a toujours autant de virages, ouais, mais au lieu de contourner les pans de montagne, la route passe de plus en plus à travers, via des tunnels creusés à même la roche. Le jeu de lumière m'amuse beaucoup et me font penser à des parcours nocturnes. En attendant, Quentin avec sa KTM et moi-même prenons toujours autant de plaisir à arpenter cette départementale. Arrivé en bas du col de l'Izoard, on aurait dû prendre à droite pour continuer le vrai parcours de la route des Grandes Alpes, mais on a pris à gauche pour deux raisons, deux choses que je voulais te montrer. La première, c'est ça, c'est le château de Queyras, c'est un fort en fait, hein, le fort de Queyras qui date du XIIIe siècle. C'est juste absolument magnifique, son état de conservation, c'est absolument parfait. Regarde-moi ça, comment c'est joli. Je sais pas si ça rend bien avec la GoPro non plus, mais... Ah non, pas vraiment, non. C'est magnifique, quoi. Donc ça, c'est la première chose, le fort de Queyras du XIIIe siècle que je voulais te montrer. Et la seconde chose que je veux te montrer, hop, c'est que on va arriver dans la commune la plus haute d'Europe. Ouais. Je te dis pas le nom tout de suite, je te dirai ça quand on y sera. Ouais, tu le dis pas parce que t'as oublié. Ouais, j'ai oublié. Regarde le château déjà, comment il est beau. Ah bah voilà, là on le voit mieux. Donc là, on est clairement dans le château fort, on n'est pas du tout dans le château de M'as-tu vu, tu vois, c'est pas de la Renaissance, hein, c'est clairement du Moyen-Âge. Hein. Juste un peu après le Moyen-Âge, mais c'est clairement un château défensif. Ça, c'était la première chose. Ben, ça, c'est un clocher vraiment original. Hein. On dirait limite une tour défensive qui a été rebadgée clocher. Voilà, on arrive à la deuxième chose que je voulais te montrer. Donc la commune la plus haute d'Europe, à savoir Saint-Véran, puisque j'ai retrouvé le nom, hein, j'ai travaillé ma mémoire un peu. C'est ça, oui. Saint-Véran, voilà, on est à presque 2000 mètres d'altitude là, et encore on va encore un petit peu grimper. Voilà, c'est le village qui est là-haut là. On va se faire quelques lacets, et puis on va aller là-haut. Voilà, bienvenue à Saint-Véran, la commune la plus haute d'Europe, 2040 mètres. Cette halte sera l'occasion pour nous de rencontrer un couple de motards très sympa, et pour Newton, de se désaltérer à cette fontaine d'une eau très pure et très fraîche. Je le sais, je l'ai goûté aussi. Saint-Véran n'est pas seulement la plus haute commune, puisque c'est aussi un des plus beaux villages de France. On suppose que sa création est liée à celle de mines de cuivre datant de l'âge de bronze à proximité. Ça date pas d'hier. Mais selon la légende, Saint-Véran était un évêque qui blessa un dragon au VIe siècle. En fuyant,
Le dragon laissa tomber des gouttes de sang dans lesquelles des villages, portant tous le nom de Saint-Viaran, furent construits, comme ici, mais aussi comme dans le Vaucluse, dans l'Isère ou même le Rhône. Aujourd'hui, habité par 200 personnes, Saint-Viaran bénéficie d'un ciel les plus purs d'Europe. Un observatoire y est même installé. Ouais, enfin, le ciel aujourd'hui, tu repasseras, hein. Bon, je marcherai pas là-dessus, hein. J'aurais quand même peur de passer à travers, surtout avec mon poids-plume. Tu m'étonnes. Allez, la suite. Et la suite, c'est de revenir en arrière jusqu'à l'Ange Gardien, de récupérer la D902, que tu connais bien maintenant, et puis de bifurquer sur la gauche pour monter vers Seillac via la D60. Perso, je ne trouverai rien d'extraordinaire à ce village, mais je pense être clairement passé à côté de quelque chose. Cet écart est une option proposée par le site Motofree dont je t'ai déjà parlé et dont tu trouveras le lien en description comme d'habitude. Cet écart n'est donc pas obligatoire, mais il faut reconnaître encore une fois que la route est plutôt sympa. Ce serait dommage de passer à côté. En tout cas, cela nous permettra de nous trouver un petit spot plutôt peinard au bord de l'eau. Pour y manger, parce que oui, la matinée est déjà passée et que nos estomacs crient famine. Non, j'exagère pas. Et si on reprenait la route en douceur ? Dans l'après-midi, nous avons rattrapé Guillestre et nous avons fait un petit détour par Rézoul, autre option proposée par Motofree. Là aussi, à part la route enlacée et la vue, rien d'extra. Bon bah voilà, Rézoul, c'est fait. Rien d'exceptionnel. Ah pardon, attends, hop, deuxième. C'est parti. Bon bah voilà, on a vu Rézoul, 1800, non combien ? Ouais, 1850 mètres. Sous la flotte, rien d'exceptionnel, demi-tour, on redescend. Ah ben ça peut pas être plus clair. On reviendra sur nos pas et juste avant Guillestre, on bifurquera direction Vars et le col de Vars. Et on sera pas les seuls. Donc c'est marrant parce que là derrière dans le rétro, je vois qu'il y a deux GS qui nous suivent. Et j'ai l'impression qu'ils étaient déjà là ce matin. Et en plus, je crois que c'est les mecs qui ont dormi hier soir au même camping que nous, qui ont dormi avant-hier soir au même camping que nous, qu'on a croisé ce matin au col de l'Isoire, qu'on a croisé hier au col du Galibier, qu'on avait déjà croisé avant, enfin on les croise tout le temps. Donc bon, on fait la même route qu'eux, hein, clairement. Hein. Mais alors c'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout le même rythme, on s'arrête pas du tout aux mêmes endroits, et malgré ça on se retrouve tout le temps. Donc je trouve ça plutôt sympa. On n'a pas encore fait connaissance, mais on va
sûrement finir par boire un coup avec eux avant la fin de la semaine. À mon avis, je vois bien ça comme ça. Tu crois pas si bien dire. En attendant, le temps passe et les kilomètres aussi. C'est moi qui ouvre la montée vers le col de Vars, et j'avoue qu'avec cette route en parfait état, large et dégagée, difficile de ne pas accélérer le rythme. Surtout avec les 4 loustiques derrière qui ne demandent que ça. Je te présente Serge. Qu'est-ce qui se passe? Et lui, c'est Enzo. Ah, si vous avez besoin de renfort, on est là. Hein. Ah, ça part quelque part en live. Hein. Oh bah c'est clair. Hein. On a eu le cas. L'autre, c'est depuis le bas. Il nous collait. On lui met une piquette dans les montagnes. Il revient, il bombarde, il nous colle au cul encore. Ouais. Ils ont pas l'air comme ça, mais je vous promets qu'ils sont très sympas. Bon bah tu vois, j'avais raison, les 2 gars derrière, c'est eux 2 là. Et ils sont avec nous, ils font le même parcours que nous depuis le début presque. Donc là on s'est arrêté au col de Vars, ici. On tape un peu la discute. À mon avis, je serais pas étonné que ce soir on soit dans le même camping. C'est exactement ce qu'on finira par faire. En attendant, on profite du col de Vars pour prendre quelques photos, pour discuter route, motos et camping avec nos nouveaux amis, avant de reprendre l'étape du jour. Bon alors après cet petit arrêt au niveau du col de Vars, on a décidé de finir la route tous ensemble. Et puis on va aller au même camping. Comme ça on va passer la soirée ensemble. Je t'avais dit qu'on allait finir par boire des coups tous ensemble, c'était sûr. Ils sont sympas comme tout, donc autant qu'on en profite. Le petit Quentin est excité comme un fou furieux. Tac. Allez. On voit bien que les écrans tactiles avec la flotte, ça ne fait pas bon ménage. Voilà. Tac, tac. Je vais rester derrière, je vais filmer tout le monde. Bon, par contre, il flotte quoi. Ça, c'est assez moyen, c'est dommage. Mais bon, peut-être qu'en descendant... Ah tiens, on est dans les Alpes de Haute-Provence, on vient de changer de département. Peut-être qu'en descendant... il pleuvra moins, on verra bien. Bon, il ne pleuvra pas moins, mais il ne pleuvra pas plus non plus. En fermant ainsi la marche, je m'aperçois tout de suite des différences de pilotage de chacun. Serge et Enzo en voie dure avec leur GS Adventure, Quentin et sa KTM se calquent sur eux, alors qu'Eric, lui, garde un train de sénateur, se résignant à ne pas trop pencher dans les virages pour le bon confort de Newton. Quant à moi, mon rythme se situe entre celui de Quentin et d'Eric. Les 67 chevaux de ma V30 bien chargée ne peuvent rivaliser avec les 120 des GS bien pilotés.
Alors, ce qui va être sympa, c'est qu'ils attendaient 3 motards. Et en fait, on est 5. Ça va leur faire bizarre. Hop là. À peine aura-t-on le temps de s'installer qu'une belle inverse nous baptisera, nous, nos motos et nos tentes. Pas de quoi non plus nous empêcher de reprendre nos montures pour finir la soirée à faire connaissance dans un chouette resto du centre-ville de Barcelonnette. Ce matin, c'est un ciel bien dégagé et un paysage de rêve qui s'offrent à nous, le temps d'avaler le petit-déj et de plier les tentes. Allez, on quitte Barcelonnette ce matin pour notre 4e jour. Sous un soleil, comme tu peux voir, superbe. Et puis là, on va se diriger tranquillement vers le col de la Bonnette. Alors, il n'est pas vraiment sur la route des Grandes Alpes, mais c'est un immanquable. Donc voilà. Donc là, on vient de faire les pleins d'essence à 1,70€ le litre de samplon 98. Moi, ça me rend malade. Et puis là, c'est parti pour une pure journée, de plus. Allez, go. Ouais, j'avoue que ça fait plaisir de voir que notre groupe s'agrandit et partage la même passion. L'esprit motard, comme j'aime. Voilà, là on vient de prendre à droite à Josier, donc on est légèrement revenu en arrière par rapport à hier. On a donc bifurqué à droite et puis on va attaquer tranquillement la route pour aller au col. Donc ça fait une belle grimpette hein, parce que on est à 1300 mètres et on va monter jusqu'à 2802. Hein, donc ça fait 1500 mètres d'altitude à prendre le long de cette route. Donc je pense qu'il y en a quand même pour un petit moment et ça va tournicoter pas mal, j'imagine. Ah oui, hein, t'imagines bien. Je pense que aussi les férus de cyclisme et du Tour de France connaissent forcément ce passage. Exact, il y est passé 4 fois depuis 1962. Bon là déjà la route s'est resserrée, on a attaqué des choses un petit peu plus pointues. Et on a de la chance parce que le col ouvre dans 10 minutes. Là pour l'instant il est ouvert que de 10h à 20h. Et là il est moins 10. Donc le temps qu'on monte il sera ouvert. Mais puis de toute façon on s'arrêtera pour prendre la photo etc. Évidemment. Mais heureusement qu'on n'est pas parti trop tôt non plus. Auparavant, la route que nous montons était un chemin emprunté par des mulets. Il a d'abord été élargi en 1832, mais ce n'est qu'en 1964 que la route est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais Napoléon III avait déjà classé cette route comme impériale dès 1860. 24 km sur cette route sont nécessaires pour grimper les quelques 1500 mètres d'ascension. Évidemment, cette route est fermée en hiver, comme le col. Alors pressez le Serge! Ah, il a de bonnes reprises, hein, le flat BM. Ah bah le Quentin aussi, il est pressé ce matin. Je sais pas ce qu'ils ont tous. Au fur et à mesure de l'ascension, tu auras noté un changement dans le paysage encore une fois. D'abord de la forêt, puis une végétation de plus en plus rare qui laisse place à de la pierre, puis, passé 2000 mètres, la neige toujours très présente. Avant d'avaler les derniers kilomètres qui nous séparent de la Bonnette, on s'arrêtera quelques instants au faux col de Restefond, c'est comme ça qu'il s'appelle, haut de 2656 mètres et qui mène au col du même nom, le vrai donc, situé 24 mètres plus haut. On admire la vue, mais aussi ces quelques restes militaires qui sont très nombreux dans la région. Plusieurs armées y ont laissé des traces, qu'elles soient napoléoniennes, ou bien de la Première ou même de la Seconde Guerre mondiale, toutes sont passées par ici. La preuve en est, ces ruines, qui datent de l'époque de la ligne Maginot, soit un peu avant 1930, et qui témoignent des tensions qu'il y a eu entre l'Italie et la France dans le passé. Cette caserne, qui s'appelait le camp de Fourches, a été occupée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Une fois arrivé au col de la Bonnette, impossible de ne pas s'y arrêter pour admirer le spectacle. On s'en est pris plein les yeux, et surtout, je me suis senti tout petit face à cette nature étendue à perte de vue. Assurément un des plus beaux panoramas de notre road trip. T'es pas d'accord ?